Bonjour à tous. Avant de commencer, sachez que cet épisode a reçu le soutien de l'eau Monroucou. Cette eau minérale naturelle made in France, faible en minéraux et en sodium, est validée et recommandée par toutes les mamans. Connue pour réduire les problèmes de coliques, de digestion et de constipation chez le nourrisson, elle est vraiment recommandée pendant l'allaitement, mais aussi dans les biberons et bien sûr pendant la grossesse. Et oui, parfois on ne pense pas à changer son eau et pourtant l'eau Monroucou peut vraiment faire la différence et soulager vos bébés. C'est vrai qu'on est vite désarmé, voire désemparé face aux pleurs inconsolables d'un bébé, et je me souviens exactement du message que m'avait envoyé mon invité pour venir témoigner. C'était vraiment les mots d'une maman qui avait cru toucher le fond, complètement désespérée par les coliques de son bébé. Alors je suis très heureuse qu'elle revienne me voir aujourd'hui pour échanger avec nous sur ce sujet et puis qu'elle nous raconte évidemment ce qu'elle est devenue. Voici Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Clémentine. Bienvenue chez Bliss. Merci. Merci d'être là aujourd'hui, je suis très heureuse de t'accueillir. En pleine forme. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. T'es à combien là? 4 mois. 4 mois. Ok, donc c'est un bébé de l'année prochaine. Oui. C'est ça, début 2021? Ouais, prévu pour mi-février. Ok. Ouais. Génial. Alors, nous, on s'est vus il y a à peu près 1 an. C'est ça. Et je me souviens de cet épisode comme si c'était hier parce qu'il avait déchaîné les foules, tant tu y avais donné des informations cruciales, ignorées de beaucoup de femmes, à commencer par moi, parce qu'on avait parlé du frein de langue. Moi, c'est la première fois que j'entendais ce terme. On avait parlé des coliques de ton bébé, de Rose. Et c'est vrai que beaucoup de femmes s'étaient reconnues dans ton témoignage. En tout cas, moi, j'avais eu beaucoup de messages. Toi, quels ont été les retours, toi? Ouais, j'en ai eu aussi pas mal. Et c'était vraiment le but, en fait, d'informer. Donc, je suis très contente d'avoir pu le faire. Et donc, tu leur as répondu une par une. Tu leur as donné des coordonnées de médecins. C'est ça. Je les ai pas mal réorientés vers des professionnels, vers une page Facebook dédiée aux freins restrictifs. Et puis après, j'ai essayé de dispenser un peu des petits conseils et des petits encouragements et de rester toujours dispo quand elles avaient besoin pour les encourager, les accompagner comme je pouvais, quoi. Dis donc, tu t'es transformée en coach spécialisé justement allaitement, frein de langue, colique, tout ça? Ouais, en fait, j'ai apporté ce que j'aurais eu envie qu'on m'apporte à moi et je trouve que quand on devient maman, la transmission et le partage de femme à femme, c'est juste essentiel. Donc, c'était naturel. Enfin, et c'est naturel de faire ça, en fait. Et donc, tous ces conseils que tu as donnés et tout ce temps que tu as passé à répondre aux auditrices, je crois que ça a fait naître aussi une vocation chez toi, hein? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Je me suis vraiment aperçue qu'on manquait cruellement d'informations et de soutien, en fait, quand on devenait maman. Et qu'on était complètement oubliés en postpartum. J'ai trouvé ça difficile à vivre pour moi. Et du coup, petit à petit, je me suis vraiment sentie investie d'une espèce de mission, on va dire, de transmission. Donc en fait, de ton témoignage a découlé une transformation professionnelle. C'est ça, puisque ça y est, j'ai eu les réponses la semaine dernière. Ouais. Je suis officiellement acceptée dans diverses formations. Pour devenir notamment monitrice de portage et animatrice d'ateliers de massage bébé. Et après, je vais suivre aussi des formations à l'école du bien-être à Paris, qui est l'école de Sonia Krief, en allaitement, en communication bienveillante et en soins postpartum. Eh dis donc, quel programme! Voilà. Félicitations, merci. C'est génial! Ouais. Donc un nouveau bébé et un nouveau job. Tout à fait. Si j'ai bien compris. Ouais. Génial. Donc, tu es la personne idéale, effectivement, pour qu'on parle de ces problèmes de coliques qui peuvent vraiment faire vivre des moments très durs à certaines mamans qui ne savent pas comment s'en sortir avec les pleurs de leur bébé. Et donc, toi qui es passée par là et qui va donc même devenir spécialiste, je voulais qu'on en parle de manière un peu plus approfondie. Alors, à l'époque, on se parle d'une époque qui n'est pas si lointaine, puisque Rose a 19 mois, c'est ça. Donc à l'époque, Rose pleurait beaucoup à sa naissance. Comment toi, tu as diagnostiqué que c'était des coliques? Qu'est-ce qu'on met sous le terme justement colique? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors,
Effectivement, Rose était un bébé qui pleurait beaucoup. Ça s'est quand même manifesté de manière plus franche autour de 6 semaines, même si c'était déjà un bébé qui pleurait pas mal avant. Et le problème justement du terme colique, moi je trouve, c'est que c'est un petit peu un terme fourre-tout dans lequel on met tout ce qu'on ne sait pas à partir du moment où on a en face de nous un bébé qui pleure et qui semble effectivement se tordre de douleur de ventre. Tu voyais, toi, qu'elle avait mal? Ah oui, ouais. C'était vraiment des cris de douleur qui se manifestaient d'un coup. En fait, c'était des spasmes qui la prenaient d'un coup, donc c'était des hurlements. Ça m'émeut un peu, je suis désolée. C'est des périodes où on se sent complètement démuni. On se sent complètement impuissant parce qu'on a en face de nous un tout petit bébé qui a mal, qui est en souffrance. Et en tant que maman, on sait vraiment que son bébé souffre. Mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as essayé pour l'apaiser? Parce qu'on dit qu'il faut, alors quand on fait des biberons, on dit qu'il faut changer de lait, hein, les plus épaissis, changer d'eau, des eaux comme Monroucou là, qu'on a là, tu vois, qui sont des eaux plus faibles en minéraux et qui peuvent apaiser les douleurs. Vraiment, je crois que j'ai essayé tout le panel de solutions qu'on te donne quand ton bébé a donc ces fameuses coliques. J'ai fait une éviction des protéines de lait de vache. Je buvais des tisanes spéciales digestion maman-bébé. Je lui donnais de la calmosine, donc c'est de l'homéopathie. Je lui donnais du julep gommeux, qui est une préparation qu'on te fait en pharmacie. Mais je crois bien que j'ai essayé tous les remèdes, toute l'homéopathie, tous les trucs disponibles. C'est là que je comprenais qu'il y avait vraiment un problème de fond. Et en fait, moi, j'en avais assez qu'on essaye de me faire soigner les symptômes. Je voulais comprendre d'où ça venait, parce que je savais que ça venait de quelque part. Je trouve ça terrible qu'on dise à des parents que les coliques c'est un passage obligé. Je suis pas d'accord, quoi. Je pense pas. Oui, en tout cas, il y a des vraies choses à tester avant de décréter que... je pense qu'il peut y avoir des vraies raisons physiologiques qu'il n'y a rien à faire. Oui, exactement. Et cette période a duré combien de temps? Ça a duré 4 mois. 4 mois sans réponse. C'est ça, 4 mois sans réponse. Ouais. Finalement, au bout de 4 mois, il y a quelque chose quand même qui te met la puce à l'oreille. Oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kiss, en tout cas une suspicion de syndrome de Kiss. Tout à fait. Parce que c'est exactement? Donc, du coup, moi, je passais mon temps à lire. Je suis très, très renseignée sur la colique. Oui, je vois ça. Et surtout, j'étais beaucoup sur Instagram et je suivais énormément de mamans. Et donc, un jour, une maman d'Instagram explique que sa fille a ce qu'on appelle le syndrome de Kiss. Donc ça s'appelle syndrome, mais c'est pas quelque chose de grave, entre guillemets, hein, ça se soigne. Et décrit des symptômes qui me font beaucoup penser à Rose, donc à savoir des tensions dans les cervicales, des bébés qui ont du mal à prendre le sein, et surtout des bébés qui pleurent de douleur. Énormément. Et donc, quand tu soupçonnes ce syndrome de Kiss chez Rose, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as emmenée du coup voir un spécialiste? Tout de suite, je suis allée me renseigner sur Internet sur les spécialistes qui traitaient ce syndrome, qui sont assez peu nombreux. Et j'ai trouvé une chiropracteur à Bordeaux. Et alors, quel a été son diagnostic? Quand on est allé voir Caroline, elle a assez vite écarté la piste du syndrome de Kiss, parce qu'elle voyait notamment que Rose était un bébé qui s'enroulait très bien en écharpe. D'accord. Ça, c'est un petit point. Mais par contre, elle a examiné sa bouche et c'est là qu'elle a découvert que Rose avait des freins très restrictifs, un frein de langue et un frein de lèvres, qui sont aussi, par ailleurs, des symptômes du syndrome de Kiss. Oui, c'est très souvent associé. Donc des freins de langue et de lèvres, donc c'est les petits bouts de peau là qu'on a qu'on a dans la bouche là, sous la langue, mais qui peuvent être trop larges chez le bébé. Oui, trop courts ou trop tendus. En fait, qui sont vraiment, le mot c'est restrictif. Oui, qui empêche la langue de bien se positionner en fait. La langue ou la lèvre, il existe même des freins de joue. Créer des tensions en fait dans les joues. Et il se trouve que Rose avait un frein qu'on appelle un frein postérieur qui n'est pas visible à l'œil comme ça quand on lève la langue, qui nécessite une petite manipulation en fait sublinguale. Oui. Sous la langue. Sous la langue, voilà. Ouais. pour le détecter. D'accord, oui, parce que le frein là qui est juste en dessous, on le voit. Oui. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qui nécessitent l'intervention, l'œil d'un spécialiste. De quelqu'un qui est formé en fait et qui a des connaissances sur le sujet. Puisque moi, ça faisait des mois que je demandais à ma sage-femme et à mon pédiatre si Rose n'avait pas un frein de langue.
Oui, parce que toi, tu étais quand même alertée là-dessus. Tu avais fait tellement de recherches que c'est une idée que tu leur avais déjà soumise. Bien sûr, parce qu'en dehors de ces coliques, il y avait donc le fait que donc Rose faisait des grèves de tétée depuis des semaines, chose que je t'avais racontée. Donc je me battais pour mon allaitement, j'en ai pleuré, des larmes et des larmes. Rien lâché, c'est ça qui est incroyable. Et je me disais, je ne comprends pas pourquoi mon bébé ne prend pas le sein. Et je savais que ça venait pas de moi. J'ai réussi à rester persuadée que moi je lui proposais le meilleur, mais il y avait vraiment un problème quelque part. Et ce qui me paraissait le plus probable, c'était effectivement un frein qui l'empêchait de bien prendre le sein. Sauf que personne n'était capable de confirmer mon hypothèse, quoi. Malgré toutes tes alertes, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Donc Caroline, ta petite fée là, la chiropracticienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc elle te diagnostique ses freins de langue et de joues, et après de lèvres. Et de lèvres, pardon. Et donc c'est elle qui intervient, qui fait quelque chose à ce moment-là? Non, elle me dirige vers une consultante en lactation, donc sur Bordeaux, avec laquelle elle a l'habitude de travailler. Et donc elle confirme effectivement le diagnostic et va enfin m'expliquer du coup en quoi ces freins ont impacté la santé de ma fille pendant 4 mois. Puisque donc, ce qu'elle m'explique, c'est que son frein de langue est très très court, que donc sa langue, au lieu de faire vraiment le mouvement de vague habituel, peut juste se lever un petit peu comme ça au bout. Donc elle ne peut pas plaquer la langue à son palais. Comme elle ne peut pas plaquer la langue au palais, elle peut pas, quand elle prend mon sein, elle ne peut pas le plaquer non plus contre son palais. Donc dès qu'elle tète, elle avale de l'air, parce qu'elle ne fait pas d'étanchéité. Et comme en plus c'est doublé d'un frein de lèvres, elle ne peut pas retrousser la lèvre. Tu sais, les bébés qui tètent, on voit qu'ils ont la petite lèvre bien retroussée sur le sein. Elle ne peut pas le faire. Donc elle ne fait pas l'étanchéité. Et en plus, comme tout ça est très court, elle peine à s'accrocher au sein. Donc pour elle, c'est un effort insensé en fait de téter. Ça lui demande beaucoup d'énergie et ça lui coûte. Et ça lui crée des tensions qui partent des cervicales et qui descendent jusqu'au bassin. C'est fou. Ça crée toute une ligne de tension. Ce qui fait qu'elle est constipée aussi parce que le bassin est bloqué, donc les selles ne s'évacuent pas bien. En fait, tout est lié. Donc elle avale de l'air, elle a mal partout, donc c'est un bébé très inconfortable. Et en plus, c'est un bébé qui ne peut pas aller à la selle correctement. Donc c'est un bébé qui souffre dans tout son corps, quoi. C'est fou quand même de se dire qu'un tout petit bout de peau comme ça, qui bloque une langue ou des lèvres, peut provoquer de tels dégâts. Parce que... et en plus, donc, à l'instant T, c'est ça. Mais elle m'explique que donc, une langue qui ne vient pas bien appuyer sur le palais, ça veut dire que c'est un palais qui ne va pas bien s'écarter. Donc à terme, ça peut provoquer des problèmes d'orthodontie, des problèmes d'orthophonie, des problèmes au moment de la diversification. Surtout que nous, on la diversifie en DME, donc avec des morceaux. Diversification menée par l'enfant. Tout à fait. Et elle m'explique que notre projet de diversification pourrait être compromis parce qu'elle risque de s'étouffer, ne pouvant pas appuyer, positionner correctement sa langue, et mastiquer correctement les aliments avec sa langue au départ. Ok, donc quelle est la solution? Il faut opérer, c'est ça? Alors, elle nous parle de la frénotomie. Elle nous dit que c'est pas obligatoire, mais qu'il y a des exercices à faire. Ah, sinon c'est de la rééducation. Si c'est pas l'opération, c'est de la rééducation. Il y a de la rééducation, mais quoi qu'il en soit, un frein ne se détend pas. En fait, un frein, s'il est restrictif, on ne pourra pas le rallonger si tu veux. Mais on peut faire des exercices au bébé pour lui apprendre à mettre un peu mieux sa langue au palais. On va le mettre sur le ventre, on va le mettre pour qu'il ait ce mouvement de lever la tête. Mais j'en parle avec mon mari et très vite quand même on décide de la faire opérer parce qu'on n'a pas du tout envie de prendre de risques sur sa santé future. C'est une opération qui va très vite. C'est éprouvant pour les cœurs de parents, mais ça va vite. Ça demande par contre, je pense que c'est vraiment important de souligner que ça demande une vraie préparation pré-op et des soins post-op. C'est-à-dire qu'il faut impérativement avoir un suivi chiro en pré-op et en post-op. D'accord. À J-1, puis à J+3, J+6, J+9 à peu près, de mes souvenirs. Et ça demande des massages réguliers de la plaie. C'est un petit peu éprouvant. Il faut y être préparé. Parce qu'en fait, il faut éviter que le frein se ressoude. Parce que ça peut se ressouder. Donc, toutes les 3 heures, au mieux, toutes les 3 heures, il faut aller masser la cicatrice du bébé.
pour détendre la cicatrice et donc éviter que ça se recolle. Donc ça, c'est pas les moments les plus agréables. Non. Mais c'est important de le savoir. Et après, on a un bébé transformé. Ouais, c'est ça. En fait, du jour au lendemain, on a découvert une petite fille souriante qu'on pouvait poser. Et ça m'émeut encore. Et nos amis nous disaient qu'ils la trouvaient transformée aussi, les gens qui la connaissaient. Et en fait, ça m'émeut parce que j'ai ce souvenir d'avoir été un petit peu en colère. Et avec mon mari, on a vraiment partagé ce sentiment de se dire « mais bon sang, on a l'impression d'avoir perdu 4 mois, quoi. 4 mois avec notre bébé. Il y a pire. Il y a des scénarios qui sont tellement terribles. Mais voilà, c'est vrai que... mais c'est ton histoire, c'est ton ressenti. Ça a été notre C'est long, ressenti. 4 mois à entendre hurler son bébé sans savoir quoi faire. C'est très très long, vraiment. Donc, tu as le droit d'avoir ressenti de la colère et d'avoir été... d'avoir été frappé à toutes ces portes qu'on te refermait les unes après les autres. Et puis bon, il y en a finalement une qui a donné quelque chose, comme quoi ton acharnement a payé. Et ça, c'est quand même ce qu'il faut retenir de cette histoire. Et alors en plus, ce qui est merveilleux, c'est que donc, tu es en train de devenir finalement la praticienne que tu aurais aimé avoir toi à la naissance de ta fille. Donc c'est merveilleux, quoi. La boucle est bouclée, c'est ça. Donc tu te formes là en ce moment pour devenir... accompagnante périnatale. Accompagnante périnatale, pour accompagner les mamans depuis la grossesse et dans le postpartum. Bon, en tout cas, je suis vraiment très heureuse de t'avoir retrouvée aujourd'hui, de t'avoir revue et tous ces nouveaux projets là sont très enthousiasmants. Donc je te souhaite le meilleur, je te remercie. Merci. En tout cas, n'hésite pas à repasser, justement, quand il ou elle aura pointé le bout de son nez. Avec grand plaisir. Pour nous raconter tout ça. J'aurai sûrement des choses à te raconter, effectivement. Je pense aussi. Merci Pauline. Merci à toi. Beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bliss et à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite. Ciao!